04636. Dossier SAS M 115254-0 devant les juges administratifs. Bernard Cohen, avocat. Daniel Roberge, médecin. P. B. Partie requérante. C. Le procureur général du Québec. Partie intimée. Et. Commission de la santé et de la sécurité au travail, IVAC Civisme. Partie mise en cause. Décision. 1. Le requérant a contesté une décision rendue le 16 janvier 2006 par le Bureau de la révision administrative IVAC et civisme de la mise en cause, la Commission de la santé et de la sécurité au travail, la CSST, qui maintient la décision initiale du 5 juillet 2005 et refuse de l'indemniser au motif d'absence de preuve d'un acte criminel. 2. Le jour de l'audience, le 21 novembre 2006, le requérant est absent, bien que dûment convoqué par un avis qui lui a été expédié le 21 septembre 2006 à l'adresse qu'il avait indiquée à sa lettre introductive d'un recours daté du 22 mars 2006. 3. Le tribunal n'a reçu aucun retour de courrier et n'a nullement été avisé de ses motifs d'absence à l'audience. Le requérant n'est pas représenté non plus. Par contre, l'intimé, le procureur général du Québec, est présent avec ses 3 témoins. 4. Le tribunal procède donc ex parte, en l'absence du requérant, conformément à l'article 100 de la loi, laquelle se lit comme suit. 100. Le tribunal ne peut statuer sur une affaire sans que les parties aient été entendues ou appelées. Il est dispensé de cette obligation envers une partie pour faire droit à une requête non contestée. Il laisse également lorsque toutes les parties consentent à ce qu'il procède sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre. En outre, si une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l'audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s'étant présentée, refuse de se faire entendre, le tribunal peut néanmoins procéder et rendre une décision. Soulignement ajouté. La requête en réouverture d'enquête. 5. Alors que le tribunal était en période de délibéré le 21 février 2007, il reçoit une requête en réouverture d'enquête de la part de Maître Nathalie Gauvin, avocate représentant le requérant 1. 6. Cette requête mentionne essentiellement que le requérant n'a pas eu connaissance de l'avis de convocation daté du 21 septembre 2006 expédié par le tribunal, le convoquant à l'audience publique tenue le 21 novembre 2006 à Montréal. Il invoque notamment de graves problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie chez le requérant. 7. Par conséquent, les sous-signés procèdent à la suspension de leur délibéré le 23 mars 2007. 8. Le tribunal convoque à nouveau les parties à une audience le mercredi 18 avril 2007 pour débattre la requête incidente de réouverture d'enquête. 9. Le 4 avril 2007, le tribunal est informé par écrit que Maître Nathalie Gauvin a cessé de représenter le requérant. 10. Le jour de l'audience, le mercredi 18 avril 2007, seule la représentante du procureur général du Québec, Maître Sabrina Kahn, est présente. 11. Conformément à l'article sans précipiter, le tribunal procède ex parte. 12. Considérant qu'il incombait à la partie requérante de faire sa preuve relativement à la réouverture d'enquête, la requête est rejetée séance tenante. Exposé des faits. 13. Les faits, tels qu'ils apparaissent au dossier, et d'après les témoignages entendus à l'audience se résument comme suit. 14. Le requérant dépose une demande d'indemnité auprès de la mise en cause, alléguant avoir été victime de voies de fait le 18 août 2003, qu'il décrit ainsi. Je me dirigeais vers ma camionnette quand j'ai senti qu'on me projetait par terre dans le dos, puis j'ai vécu quelques coups de pied de l'individu, 5 ou 6, ensuite ma conjointe m'amena à l'hôpital. Transcription originale. 15. Le requérant, né le 9 mai 1964, allègue avoir subi une luxation et fracture de l'épaule gauche et être traité par Dr Tran au centre hospitalier. 16. L'agression dont serait victime le requérant n'a jamais été dénoncée à la police. 17. Dans une lettre reçue par la mise en cause le 13 avril 2004, le requérant explique qu'il n'a pas fait de plainte à la police contre son agresseur parce que c'était son beau-frère, le conjoint de sa sœur, chez qui il était en visite avec sa conjointe et ses 3 enfants. Il a voulu ainsi éviter l'arrestation de son beau-frère et probablement lui éviter des troubles. 2. 18. La mise en cause demande d'abord le dossier médical du requérant au centre hospitalier, à qui révèle qu'effectivement,
Il a consulté le 18 août 2003, vers 4h45. 19 Les notes manuscrites du médecin à l'urgence, où il est amené par un ami, révèlent qu'il aurait fait une chute. Il présente une abrasion à la face postérieure de l'épaule gauche et se plaint de douleur à l'épaule gauche. Il est incapable de la bouger. Il a de la difficulté à raconter son histoire, mais on prend note qu'il aurait bu plusieurs bouteilles de bière. Il collabore peu à son examen. On diagnostique une luxation antérieure de l'épaule gauche, confirmée par les radiographies 3, et on le dirige en orthopédie, devant l'impossibilité d'une réduction ouverte, par manque de lit. 4. 20 L'orthopédiste, qui le voit le 3 septembre 2003, note que celui-ci a reçu un coup de pied à l'épaule gauche par son beau-frère qui aurait sauté sur lui. Il confirme la luxation antérieure de l'épaule gauche. La dernière note de l'hôpital date du 1er octobre 2003 et est presque illisible. 21 Le 31 mars 2004, Maître Camille Fauchère de la mise en cause demande un rapport d'enquête, lequel est complété par l'enquêteur Jacques Gamache. Celui-ci entre en contact avec le requérant et les divers témoins de l'incident. Curieusement, il n'arrive à aucune recommandation concrète. 22 Celui-ci a témoigné à l'audience et a versé au dossier une copie de son rapport d'enquête. Le but de l'enquête était de vérifier le mobile et les circonstances de l'accident. L'enquêteur raconte qu'il a débuté son enquête le 24 novembre 2004 et qu'il n'a pu communiquer avec le requérant, faute d'adresse et de numéro de téléphone valable. Il a mis un terme à son enquête. 23 plus tard, le 2 mai 2005, il réussit à localiser le requérant à sa nouvelle adresse à Villa, mais l'entrevue s'est déroulée au bureau de la mise en cause. 24 Le requérant raconte à l'enquêteur qu'il a subi une raclée de la part de son beau-frère, M. Essaye. Il avait pris 7 ou 8 bières, 2 Bloody César, mais aucun stupéfiant dans la journée. Après l'agression, il dit avoir été amené par son neveu DH au centre hospitalier A, où il fut hospitalisé pendant 2 jours. Il fit sa réclamation à l'IVAC parce que son médecin lui aurait dit qu'il allait avoir des séquelles à l'épaule gauche. Il s'est abstenu de le dénoncer à la police parce que c'était la famille. Il admet qu'il n'a aucun souvenir de l'agression. Il n'a jamais provoqué son agresseur, mais il reconnaît qu'il avait eu une discussion précédemment avec une voisine de son beau-frère. 25 Le rapport d'enquête révèle les versions de la conjointe de fait du requérant, du présumé agresseur SR et de Madame Gia, la voisine en question, témoin de l'incident. 26 La conjointe de fait à l'époque du requérant, Emel, raconte que le requérant a reçu des coups de pied de la part de SR, son beau-frère, alors qu'il était couché par terre, ivre. En lâchant un cri, l'agresseur s'arrêta et quitta les lieux. Elle dit que tout le monde prenait un verre cette journée, sauf elle. 27 Le présumé agresseur, Essaye, âgé aujourd'hui de 38 ans, magasinier, a témoigné à l'audience, en plus de donner sa propre version de l'incident à l'enquêteur le 11 mai 2005. Il dit qu'il a essayé de séparer Madame Gia, une voisine, et le requérant qui se tiraillait et qui voulait se battre. En tentant de les séparer, il est tombé sur le requérant. Il reconnaît qu'il était saoul et qu'il était tard durant la nuit, 3 heures. Plus tard, il a appris que son beau-frère avait été blessé et avait été traité à l'hôpital. Y avoir frappé le requérant ou lui avoir donné des coups de pied. 28 La sœur du requérant, CB, qui est actuellement la blonde du présumé agresseur, a refusé de donner sa version à l'enquêteur. 29 Quant à Madame Gia, la voisine en question, âgée de 42 ans, agente immobilière, qui se tiraillait avec le requérant, elle est venue témoigner devant le tribunal, en plus de donner sa version des faits à l'enquêteur. 30 Celle-ci rapporte d'abord à l'enquêteur, le 9 juin 2005, que le requérant, qui était bien saoul, a voulu s'en prendre physiquement à elle et a voulu la frapper avec ses poings. Elle lui aurait dit qu'il ne s'occupait pas correctement de ses enfants. Le présumé agresseur Essaye est intervenu pour la protéger. Elle reconnaît que le requérant, lors de cette intervention, est tombé par terre. 31 À l'audience, elle réitère la même version, mais ajoutant qu'il y avait, lors de ce parti, beaucoup de vin et de bière sur les lieux. Selon elle, le requérant maltraitait sa copine. Elle dit ensuite que le requérant l'a agressé physiquement. C'est M. J.A. qui, en intervenant, l'a arrêté de l'agresser. Il n'y avait pas de violence, selon elle. Elle a vu le requérant tomber et glisser par terre sur le balcon.
Elle mit les coups de pied à l'endroit du requérant. 32, c'est toute la preuve que le tribunal possède pour déterminer la question en litige. Motif du tribunal. 33, le requérant avait le fardeau de la preuve pour avoir droit aux indemnités auxquelles il aspire, selon les dispositions de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. 5. 34, l'article 3 de cette loi se lit comme suit. 3. La victime d'un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée en raison d'un acte ou d'une omission d'une autre personne et se produisant à l'occasion ou résultant directement de la perpétration d'une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l'annexe de la présente loi. B. En procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l'arrestation d'un contrevenant ou d'un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation. C. En prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d'une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d'une infraction ou de ce qu'il croit une infraction. Est aussi victime d'un crime, même si elle n'est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes B ou C du présent article. 35 à l'annexe en question. Les seuls actes criminels assimilables à celui qui nous occupe sont ceux mentionnés aux articles 265 et 266, voies de fait, ainsi que l'article 221, négligence criminelle, du Code criminel. 6. 36. La question est de savoir aussi si le requérant, qui ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pu donner sa version de vive voix, s'est acquitté de son fardeau de démontrer qu'il a subi des voies de fait assimilables à l'acte criminel décrit aux articles 265 et suivants ou l'article 221 du Code criminel. 265. 1. Commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas. A. D'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement. B. Tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein. C. En portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. 2. Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles armées, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui. 37. La preuve de l'intention criminelle au sens du Code criminel, la mens rea, est requise, mais pas de manière hors de tout doute raisonnable. Il suffit de faire la preuve par prépondérance des probabilités. 38. La loi est remédiable et doit être interprétée libéralement. Il faut néanmoins faire la preuve, d'une manière prépondérante, qu'on a été victime de voies de fait. Les simples accidents ne sont pas indemnisables par la loi. 39. S'agit-il d'un banal accident ici ou de voies de fait administrées au requérant qui, au moment de l'incident, était sous, tel que l'attestent les témoignages et le rapport médical à l'urgence? 40. Le tribunal a déjà statué qu'une bousculade dans le métro n'est pas un acte indemnisable par la loi. La jurisprudence tant de la Commission des affaires sociales que du TAQ a clairement établi qu'il faut distinguer l'accident de l'acte criminel et que seul ce dernier peut être indemnisé. La distinction entre les deux, c'est l'élément intentionnel de l'acte préjudiciable. Ainsi, il est retenu qu'un certain degré de cette intention, la mens rea, est nécessaire pour donner ouverture à l'indemnisation. Soulignons toutefois qu'en matière d'indemnisation selon l'IVAC, tant l'infraction, actus reus, que l'intention, mens rea, ne requiert qu'une preuve prépondérante et non hors de tout doute raisonnable. 7. 41. Il faut nécessairement une intention de blesser de la part de l'agresseur. Par ailleurs, un tiraillage n'implique pas automatiquement la commission de voies de fait. Pour conclure à l'existence d'une telle infraction criminelle, il faut pouvoir inférer des faits mis en cause une certaine intention de blesser. Or, la preuve recueillie, parce que totalement contradictoire, ne permet aucunement au tribunal de dégager une telle inférence. Il revenait à la requérante de démontrer,
par une preuve prépondérante qu'elle a été victime de voies de fait de la part de son patron. 8. 42. Le tribunal est ici confronté à deux versions apparemment contradictoires. D'une part, on a la version précise de sa conjointe de fait, à l'époque, qui se dit être très lucide, car elle n'avait pas consommé d'alcool, et du requérant qui admet, néanmoins, à l'enquêteur de ne pas se souvenir de l'incident et qui est absent à l'audience. Tous les deux soutiennent, à travers la preuve documentaire colligée au dossier, qu'il s'agit plutôt d'un acte criminel, à cause, notamment, au moins des 2 coups de pied donnés alors que le requérant se trouve par terre en état d'ébriété avancée. D'autre part, on a les versions données à l'audience par le présumé agresseur et la voisine qui a été impliquée au tiraillement. Tous les deux font état d'un simple accident. Selon le présumé agresseur, le requérant est tombé par terre, par accident, et s'est blessé. Il ajoute qu'il voulait battre sa voisine Madame Gia. Selon cette dernière, le présumé agresseur est intervenu pour la protéger contre les agressions du requérant. Il serait tombé par terre et se serait blessé sur le balcon. 43. Avec égard pour l'opinion contraire, le tribunal estime que dans le cas présent, et ce, malgré l'absence du requérant à l'audience, il y a prépondérance de preuve que le requérant a été victime d'un acte criminel au sens de l'article 265 et 266 ou l'article 221 du Code criminel. 44. Malgré l'apparence d'une preuve contradictoire, il y a des faits qui sont indéniables. D'abord, le tribunal retient la version selon laquelle le requérant a reçu, lorsqu'il gisait par terre sous, au moins 2 coups de pied de la part de son agresseur, lors de cet événement. Ce fait est rapporté par sa conjointe d'alors à l'enquêteur et aussi corroboré par le requérant lui-même à l'orthopédiste traitant à l'hôpital, le 3 septembre 2003. Il n'y a pas de raison pour écarter ces témoignages. Ensuite, le tribunal n'accorde pas beaucoup de crédibilité aux témoignages des 2 témoins qui sont venus témoigner, hors de la présence du requérant. Le tribunal ne croit pas à la version selon laquelle le requérant voulait agresser la voisine Gia et que M. Essayre est intervenu pour la protéger. Tout indique que le requérant a été attaqué par celui-ci alors qu'il était dans un état d'ébriété avancé et donc plus ou moins sans défense, parce qu'il n'aimait pas ses opinions et son comportement. La version de Madame Gia, lorsqu'on l'étudie minutieusement, est à l'effet que le requérant maltraitait sa propre copine, donc son ex-conjointe, et qu'ensuite il s'en est pris à elle physiquement. Or, cette version n'est corroborée par personne. L'ex-conjointe dormait au moment de l'événement et n'était pas maltraitée par le requérant. Le tribunal écarte donc le témoignage de Madame Gia qui est probablement peu fiable et non crédible. Elle veut sans doute protéger le comportement excessif de Essayre qui est venu à sa rescousse corriger physiquement le requérant. Le tribunal n'a pas de raison d'écarter la version de l'ex-conjointe qui n'était pas saoule, dormait avec ses enfants dans une pièce de la maison et s'est réveillée lorsqu'elle a entendu les cris de son conjoint. Elle a vu celui-ci gisant par terre et en train de recevoir des coups de pied de la part de Essayre, l'auteur des voies de fait. Lorsqu'on étudie la preuve médicale, on voit l'ampleur des blessures et l'abrasion à l'épaule gauche qui a été luxée. Les médecins ont dû recourir à des manipulations pour réduire l'épaule gauche du requérant. Il ne s'agit d'une chute banale sur le balcon. Il y a ici une blessure causée par des coups de pied à la région de l'épaule du requérant. Le tribunal estime d'après la preuve fiable au dossier que le requérant a subi une correction en règle et intentionnelle de la part de son beau-frère, sans son consentement. La nature de la blessure s'explique par la force appliquée par celui-ci, lorsque le requérant était sans défense, par terre, et en état d'ébriété avancée. 45. Même si on écarte la thèse de voie de fait, il faut voir dans l'acte de l'agresseur une négligence criminelle sous les articles 219 et l'article 221 du Code criminel. Comment autrement expliquer les coups de pied infligés au requérant alors qu'il gisait par terre, presque inconscient et sans défense? 46. Considérant que le comportement de M. Essayre, auteur des blessures corporelles subies par le requérant, dénote une insouciance, une témérité et un aveuglement, tel que son acte est assimilable à de la négligence criminelle prévue à l'article 219 du Code criminel ou des voies de fait. 47. Considérant donc que le requérant a été victime d'un acte criminel de la part de son beau-frère Essayre, le 18 août 2003. 48. Pour ces motifs, le tribunal infirme la décision en révision de la mise en cause rendue le 16 janvier 2006. Déclare que le requérant a été victime d'un acte criminel indemnisable le 18 août 2003,
selon l'annexe de loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Déclare le requérant admissible aux indemnités prévues à la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Bernard Cohen. Daniel Roberge. Bernard, Roy, Justice Québec. Sabrina Kahn, stagiaire en droit. Procureur de la partie intimée. Gigi. Cette requête est introduite conformément à l'article 463 du CPC. 2 dossiers du requérant à la page 22.